Victime d'une cyberattaque massive dans son système d'information le 8 avril dernier, compromettant les données personnelles de près de 2 millions d'adhérents, la Caisse nationale de sécurité sociale peine à rassurer. Quelle est réellement l'ampleur de l'infiltration? Quelles failles ont été exploitées? Et surtout, d'autres institutions publiques sont-elles également vulnérables? La manière dont ils ont communiqué, il n'y avait pas d'empathie vis-à-vis des gens. Dire les données sont fausses, elles ont été manipulées, parce qu'il y a des noms qui ont circulé. Franchement, c'est de la mauvaise communication. Ils auraient dû prendre des vrais professionnels de la communication pour expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire, etc., etc. Voilà un sujet qui m'a été suggéré par un adhérent à la chaîne et je le remercie au passage. Alors il s'avère d'une part que ça fait partie de mon métier, donc la sécurité est très importante quand on crée un site internet ou un site e-commerce. La communication digitale, c'est notre métier, et donc on parle aussi de propagande en ligne, et forcément donc tous ces secteurs-là on les touche. Alors il s'avère également que c'est un sujet d'actualité. Cette semaine encore, on a vu qu'il y a eu une attaque au Maroc, une cyberattaque. Alors au départ on a parlé de la conservation foncière, et puis après on avait dit que c'est la plateforme des notaires. Déjà au mois d'avril, c'était la CNSS, la Caisse de sécurité sociale, qui a été attaquée. Ça a fait tout un foin au Maroc. Aujourd'hui on voit qu'il y a une nouvelle guerre qui est engagée, une guerre à distance. Alors est-ce que c'est grave? Est-ce que le Maroc est plus vulnérable qu'ailleurs? Quelles sont les techniques utilisées par les pirates pour récupérer des données? Et comment se prémunir contre ces attaques? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors, par rapport à ces attaques qu'on a vues au Maroc, je dirais qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, on va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que il y a encore des administrations qui sont vulnérables au Maroc. Et la bonne nouvelle, c'est que ces piratages, d'après ce que j'ai vu, en tout cas par rapport à tout ce qui a été écrit dans la presse, les vidéos que j'ai vues, eh bien, n'a pas été d'un niveau supérieur, parce que on va voir qu'il y a plusieurs niveaux de piratage. Quand on rentre dans un système, il y a plusieurs niveaux d'administration. Parce qu'autrement, on n'aurait pas vu que des captures d'écran, parce que s'ils sont entrés avec l'idée de nuire à une administration, ils auraient pu carrément détruire les fichiers. Et ça veut dire qu'il y a quand même une certaine sécurité qui est quand même installée dans ces administrations-là. Et puis, autre élément, je dirais, positif, c'est que au moins, ces attaques font prendre conscience au Maroc que la cybersécurité est hyper importante, notamment pour les données sensibles et pour toutes les administrations. Est-ce que le Maroc est vraiment une cible plus facile qu'ailleurs? Eh bien non, pas forcément, parce que je peux vous dire que tous les pays sont attaqués. La France également a essuyé des attaques. Il y a un banquier qui m'a dit que il comptabilise 100 000 attaques par jour. Plus il y a d'attaques, plus les banques, bien évidemment, révisent leur sécurité. Et donc, c'est un travail continu, ça n'arrête jamais. Moi-même, je gère, je crois, 5 ou 6 adresses mail. Je comptabilise à peu près entre 800 et 1000 attaques par jour. Alors, quand je dis attaque, là-dedans, on va voir les différentes techniques du phishing, on va voir du backdoor. Donc, je vous expliquerai tout ça de manière très vulgarisée, ce que c'est exactement. Alors, par exemple, déjà, rien que cette semaine, une des attaques dont j'ai capturé les éléments, eh bien, c'est quand j'ai voulu me connecter à la banque de l'agence. Donc, j'ai voulu me connecter au compte. Et puis, qu'est-ce que je vois? Je vois un panneau qui me dit votre navigateur n'est pas bon, il faudrait télécharger un nouveau navigateur. Et pourtant, l'adresse qui est au-dessus, parce qu'il faut toujours regarder l'URL, c'est-à-dire l'adresse qui s'affiche tout en haut. Alors, j'ai repris cette adresse et je l'ai tapé sur Google, tout simplement. Qu'est-ce que je vois? Je tombe sur un message comme quoi ça fait partie des arnaques. Parce que vous avez des sites qui répertorient toutes les arnaques qu'il y a en ligne. Et bien évidemment, donc, j'ai nettoyé mon ordinateur. Alors j'aurais pu passer un coup de fil aussi à la banque pour savoir ce qu'il en est, mais il n'y avait pas urgence. Enfin voilà, c'est pour vous dire que
personne n'est à l'abri de ces attaques. Alors, il y a aussi des célébrités parmi les hackers. Alors, l'un des plus célèbres, il s'appelle Mustapha Al-Bassam. Donc, c'est un Irakien british qui, dès l'âge de 7 ans, donc il s'est mis au codage, l'âge où nous, on jouait au billes, trombia, vous savez, la toupie, on jouait au foot, ben lui non, il s'amusait à programmer, à l'âge de 13 ans, donc Mustapha Al-Bassam a piraté Sony, Fox, Nintendo et même le FBI et la CIA. Alors, il a été appréhendé, il a fait de la prison. Et bien aujourd'hui, Mustapha El-Bassam est un entrepreneur multimillionnaire. Il est entrepreneur dans la tech et il est également chercheur et conférencier en cybersécurité. Alors, quelles sont les techniques utilisées par les pirates? Bon, il y en a plusieurs, il y a une bonne vingtaine de techniques qui sont assez connues, donc je ne vais pas vous les présenter toutes, mais je vais vous présenter les plus importantes. D'abord, il y a ce qu'on appelle le phishing, vous le savez, donc le hameçonnage, SIADA. Donc le hameçonnage, c'est quoi? Vous recevez un mail frauduleux, vous recevez un SMS, et là-dedans, vous avez un lien. Surtout, ne cliquez jamais sur des liens que vous ne connaissez pas, parce que là, c'est fatal. Dès que vous cliquez, forcément, vous avez un virus qui s'installe dans votre ordinateur ou dans votre smartphone et qui va aspirer toutes les données. Le but, c'est de récupérer vos mots de passe. Et bien souvent, quand les pirates veulent attaquer des banques, ils attaquent des particuliers pour passer par leur compte pour aller jusqu'à la banque. Et vous voyez donc pourquoi les banques ont des systèmes hyper sécurisés, y compris pour leurs clients. Autre technique, c'est l'exploitation de failles logicielles. Tous les logiciels, quand ils sont développés, à un moment ou à un autre, dans le codage, il y a une faille. Et quand les pirates découvrent la faille et ils s'infiltrent dedans, eh bien le développeur du logiciel refait tout de suite une correction et envoie à tous ses clients une mise à jour. C'est pour ça que quand vous recevez une mise à jour de logiciel, il faut la faire tout de suite. Il y a ce qu'on appelle brute force. Ce sont des attaques automatisées pour deviner votre mot de passe. Et c'est pour ça que il faut surtout pas mettre des 1, 2, 3, 4, mettre votre prénom, enfin des mots de passe très faciles. Pourquoi? Parce que il y a un dictionnaire des pirates. Oui, il y a un dictionnaire automatique, et quand vous mettez 1, 2, 3, 4, ou quand vous mettez un prénom, c'est le premier de la liste, c'est-à-dire que c'est très facile. Du premier coup, ils peuvent rentrer dans votre système. Et donc, les mots de passe, privilégiez plutôt 12 caractères, avec des caractères spéciaux. Alors, quand on dit il faut mettre des majuscules, des minuscules, souvent, on met la majuscule au début, évitez ça, essayez de la mettre plutôt au milieu. Pareil, pour quand on dit un caractère spécial, qu'on mettez point d'exclamation, point d'interrogation, parfois on le met à la fin, non, mettez au milieu pour au moins brouiller les pistes et que le mot de passe que vous allez utiliser ne soit pas dans ce fameux dictionnaire. Après, il y a l'attaque réseau, c'est-à-dire on intercepte des connexions entre deux parties. Alors c'est ce qui m'est arrivé, donc quand je voulais me connecter à ma banque, on a intercepté le message que j'allais envoyer à ma banque et on m'a mis une page sur laquelle on m'invite à cliquer pour mettre à jour mon navigateur. Ce sont des pages miroirs, voilà, on vous fait croire que vous êtes sur le site que vous cherchez à atteindre, mais en fait non, vous êtes sur un site pirate qui va récupérer toutes vos données et qui va faire semblant d'être le site que vous cherchez à atteindre. Il y a l'escalade de privilèges, c'est-à-dire quand un pirate entre dans un système, il essaye de récupérer les mots de passe de l'administrateur et il y a plusieurs niveaux d'administration d'une plateforme, d'un site, et effectivement, plus c'est sécurisé, plus il y a de niveaux. Il y a des niveaux où vous pouvez juste lire, il y a des niveaux où vous pouvez écrire, il y a des niveaux où vous pouvez changer des choses. Eh bien, ce qui est rassurant, on va dire, sur les attaques qu'on a vues au Maroc, c'est qu'ils ne sont pas arrivés au niveau supérieur où là, on peut tout faire, c'est-à-dire on peut même détruire
lire les données, les falsifier, les changer, modifier les mots de passe de tout le monde, etc. C'est-à-dire que c'est une technique qui permet de prendre le contrôle d'un système et ça peut venir d'une faille humaine ou d'une faille technique logicielle. Il y a aussi la technique du backdoor. La technique du backdoor, c'est quoi? Bon, ça veut dire une porte dérobée. Alors, en fait, c'est comme dans une maison. Hein. Donc, quand on parle de tout ça, si vous avez une maison, vous n'avez pas mis d'alarme, ben, il y a des fortes chances que ce soit plus facile de rentrer, par exemple, par la fenêtre. Cette technique du backdoor, ça consiste pour le pirate à rentrer chez vous et à créer une petite trappe. Il va créer une petite porte par laquelle il va revenir plus tard. Et les plus aguerris des pirates, bah, en fait, ils effacent en plus les traces de leur passage. Comme ça, vous vous rendez compte de rien. Donc, les pirates utilisent énormément l'observation avant de pirater un site, votre adresse mail, votre téléphone, etc. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs techniques, et puis ça se développe à chaque fois. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Hein. Il y a une dame qui a reçu un coup de fil de sa fille, qui lui a dit qu'elle s'est fait kidnapper, qu'il faut absolument qu'elle donne une rançon. Bah, il s'avère qu'en fait, c'était juste des pirates qui ont imité la voix de sa fille. Vous imaginez, ils récupèrent la voix, ils l'imitent, vous avez au bout du fil, vous avez l'impression que c'est votre fille ou c'est votre fils, mais en fait, c'est juste des pirates avec la vraie voix de votre fille ou de votre fils. C'est effrayant, c'est effrayant. À innover, à faire des solutions sur mesure pour pouvoir les accompagner encore mieux. Donc c'est un forum d'échange qui est très riche et qui nous encouragerait à revenir l'année prochaine. Dans le cadre de ce laboratoire de maturité d'interopérabilité qu'on appelle les connectatons et les projectatons, en fait les connectatons permettent de mettre dans un même endroit, sur un même événement, plusieurs acteurs et plusieurs producteurs de solutions ou éditeurs de solutions. Aujourd'hui, nous allons voir l'Osimètre 2025, dans sa deuxième édition, pour voir toutes les cybermenaces que rencontre le cyberespace au Maroc, que les défis. J'ai vu un petit peu tout ce qui a été fait au Maroc et bon, c'est bien beau effectivement, donc la sensibilisation est importante, donc j'ai vu des colloques, j'ai vu des séminaires. Mais c'est pas avec des mots qu'on va arrêter les attaques. Il faut vraiment agir. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que toutes ces vidéos, j'ai rien appris. Et en plus, le problème, qui c'est qui est là? Bah, vous avez que des patrons, des directeurs, des chefs de service, des informaticiens. Mais le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est qu'il faut aussi sensibiliser tout le personnel, tous les employés. Parce qu'une attaque peut venir d'un simple employé, une faille humaine dans son système, et on rentre dans tout l'ensemble du réseau. J'ai lu aussi qu'il y a un manque de ressources humaines locales, et c'est vrai qu'il y a pas mal, j'imagine, d'administrations, d'entreprises qui font appel à des entreprises étrangères. Or, là, on est sur des informations souveraines qui doivent rester localement, donc sensibles, notamment quand j'espère qu'il y a des administrations qui ne prennent pas des clouds à l'étranger. Alors, je suis sûr que ça doit exister, parce qu'il y a des solutions qui sont simples, faciles. Tous les pays font attention aux données sensibles pour qu'elles ne soient pas stockées ailleurs que dans leur propre pays. Le fait de se dire qu'on a une pénurie d'experts marocains, eh ben, ça me fait penser encore à une chose, c'est que pourquoi est-ce que nos responsables ne pensent pas à la diaspora marocaine? Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas ce réflexe-là. Ça a bien fonctionné pour notre équipe nationale, hein, puisque vous avez eu des binationaux avec des locaux. Notre équipe nationale de football était très loin au Qatar 2022. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça avec le reste des experts? Et je peux vous dire
que les experts en cybersécurité des Marocains à l'étranger, ce n'est pas ce qui manque. Bah tiens, je vais même m'engager, envoyez-moi un message via LinkedIn ou via cette chaîne, je pense qu'il doit y avoir une adresse mail pour me contacter, et je peux vous rassembler une task force pour n'importe quelle administration, une task force de Marocains experts. On ne peut pas trouver mieux que des enfants du pays pour protéger le pays. Donc je pense que c'est un faux débat que de dire qu'il n'y a pas d'experts marocains. Non, c'est faux. Il y a des experts marocains, peut-être pas localement, mais il y en a à l'étranger. Et ça me fait penser à l'histoire du logo que j'avais présenté à la Fédération du football au Maroc en disant notre équipe nationale a pris une nouvelle dimension, eh bien il est temps de lifter son identité visuelle, de la rajeunir, de montrer que c'est une équipe qui est au même niveau que les grandes nations. Eh bien non, ça n'a pas été vraiment pris en compte alors que c'était complètement bénévole de ma part. Alors pourquoi? Peut-être parce que on considère une fois de plus que c'est une question secondaire, comme la sécurité pour les administrations, c'est une question secondaire, ou alors parce que je ne sais pas pourquoi on n'a pas envie de bosser avec la diaspora marocaine qui est à l'étranger et qui ne demande qu'à rendre un service à son pays d'origine. Alors, quelle solution face aux cyberattaques? Alors, on va d'abord parler des administrations, des grandes entreprises. La première chose à faire, c'est de faire un audit d'urgence. Un audit d'urgence pour mesurer votre niveau de sécurité et voir effectivement comment est-ce que vous pouvez mettre des procédures beaucoup plus fiables que ce qui existe actuellement. Deuxième recommandation, c'est arrêtez de ne former que des directeurs, des chefs de service. Il faut former tous les employés. Il faut sensibiliser tous les employés et pas seulement avec de la théorie, mais avec des exercices pratiques. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement des conférences qu'il faut faire. Il faut de véritables ateliers avec des tests réels, hein, des attaques, et vous voyez comment est-ce qu'ils peuvent se prémunir contre ces attaques ou comment est-ce qu'ils peuvent les contrer. Et puis, il faut bien évidemment créer des systèmes de sauvegarde locale de toutes les données. Comme ça, si tout est parti en vrille, bah, au moins on a une, voire deux sauvegardes. Il y en a qui sauvegardent 2 fois. Et dans des lieux qui sont différents et qui peuvent être disséqués. Bon, pour ça, il y a des techniques de sauvegarde qui sont plus efficaces que d'autres. Et enfin, bah, il faut aussi créer des procédures d'anticipation, c'est-à-dire qu'il faut anticiper en cas d'attaque, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour ça, on crée des manuels de procédures. Voilà, on a une attaque informatique, voilà la réaction qu'on doit avoir, est-ce qu'il faut éteindre, est-ce qu'il faut changer des mots de passe, comment est-ce qu'on va communiquer par rapport à la presse, ça se prépare, il ne faut pas improviser à la dernière minute pour pas qu'il y ait une panique générale. Alors ça, ce sont les principales recommandations pour les administrations, les entreprises. Bien évidemment, faites-vous accompagner par des experts, et je vous le dis encore une fois, si vous n'en avez pas au Maroc, bah, demandez à la diaspora marocaine qui est à l'étranger, qui ont travaillé dans des grosses boîtes et qui maîtrisent parfaitement le sujet. Alors pour les particuliers, vous qui y avez votre smartphone, votre ordinateur, tout ça, quelles sont les recommandations? Ben, il y en a qui sont très évidentes. Arrêtez de mettre des mots de passe avec 00, 1, 2, 3, 4, avec votre prénom et nom de famille. Voilà, donc si vous pouvez utiliser plusieurs mots de passe, 3, 4, de manière à disséquer un petit peu, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ben c'est encore mieux. Autre élément très important, ben vous certainement aujourd'hui vous êtes souvent sollicité pour vous suggérer de mettre une double authentification, ce qu'on appelle les 2 FA. Et ben cette double authentification, il faut l'accepter, c'est important parce que une fois que le pirate rentre dans un de vos comptes, ben il pourra pas agir si vous avez une authentification qui revient sur votre téléphone où il faut donner un code. Donc s'il n'a pas ce code-là, il pourra pas rentrer. Alors, autre recommandation, souvent vous recevez des mises à jour, on vous dit tiens, il y a votre système qui va être mis à jour, faites-le, parce que si vous ne le faites pas, ça veut dire que le système a détecté une faille informatique et qu'il l'a corrigée. Et si vous ne mettez pas à jour votre système, que ce soit dans votre smartphone ou que ce soit dans votre ordinateur, eh bien cette faille risque d'être exploitée.
Supprimez régulièrement les logiciels obsolètes ou les applications que vous n'utilisez pas. Si vous avez des applications que vous n'utilisez pas, elles vont devenir obsolètes et c'est le même problème parce qu'elles vont avoir certainement des failles et ces failles-là, elles peuvent être effectivement exploitées par des pirates. Et enfin, autre recommandation, ne branchez jamais une clé USB que vous ne connaissez pas. Alors si c'est une administration, il vaut mieux peut-être avoir un ordinateur à part pour tester une clé USB que vous ne connaissez pas avant de la brancher dans le système. Enfin voilà, ce sont des premières recommandations, bien évidemment il y en a d'autres. On peut avoir des antivirus, vous pouvez avoir des logiciels d'alerte, donc ça c'est très important d'être alerté quand vous avez une attaque notamment dans une administration ou dans un système informatique. Alors, qu'est-ce qui facilite la tâche pour les hackers? Qu'est-ce qui facilite la tâche pour le piratage? Je dirais que le premier facteur, c'est même pas un facteur informatique, c'est l'humain. L'humain est le maillon faible de la chaîne. Oui, parce qu'on joue sur la psychologie humaine, notamment dans le phishing, dans le hameçonnage, et on vous envoie un message très crédible, vous cliquez dessus et c'est foutu. Alors tous ces liens qui sont frauduleux, ils comportent ce qu'on appelle un RAT, Remote Access Trojan. Donc je le prononce pas très bien, mais c'est ce qu'on appelle aussi un cheval de Troie. Alors qu'est-ce que c'est? Et en fait, vous savez qu'il y a des logiciels qui permettent de piloter des ordinateurs à distance. Quand vous faites de la maintenance, quand vous avez une société de maintenance, parfois, de loin, il vous dit, voilà, installez ce logiciel et je vais pouvoir prendre à la main de votre ordinateur pour le corriger. Ça arrive souvent, donc bien évidemment, si vous avez confiance en la personne, vous pouvez le faire. Eh bien, c'est cette technique-là qui permet, effectivement, dans ce lien sur lequel vous allez cliquer, vous allez avoir un rat, un vrai rat, une taupe même, qui va rentrer dans votre ordinateur et qui va prendre à la main et le piloter, voir les données, récupérer vos mots de passe, etc. Donc c'est pour ça que c'est très important de vous prémunir et quand vous avez vraiment un doute et que ça va mal, c'est pas bon, mais il faut complètement reconfigurer votre appareil à condition que vous ayez déjà une sauvegarde qui permet de le faire. Comment est-ce que les grandes compagnies s'organisent contre ces attaques qui existent tout le temps? Vous avez par exemple la méthode américaine de Apple. Apple, elle offre $1 million à celui qui arrive à hacker son dernier smartphone ou son système. Et c'est une manière de recruter aussi des hackers parce que ce sont des gens qui sont arrivés à un certain niveau et ils se disent il vaut mieux les avoir de notre côté que contre nous. Alors imaginez demain quand on va voir toutes les voitures autonomes, on peut hacker parce que les voitures autonomes c'est qu'un ordinateur sur roue et on peut hacker le logiciel et plutôt que vous ayez le contrôle de votre voiture, on peut vous envoyer vers un ravin. Vous imaginez tous les risques que ça comporte? C'est incroyable. Et c'est pour ça que pour les données très très sensibles, parfois il faut revenir au fondement. En Allemagne, en 2013 exactement, l'Allemagne a appliqué une méthode qui a été développée par le KGB, c'est-à-dire sur les données ultra sensibles qui sont secret défense. Le KGB fait quoi? Les agents secrets sont obligés de faire des rapports sur des machines à écrire mécaniques, pas d'ordinateur, même pas de machine électronique, pas d'électricité. À l'ancienne, comme ça, c'est l'agent qui a le rapport et il le remet à son chef. Ils sont qu'à deux à avoir l'information hypersensible. Il n'y en a pas d'autre. S'il y a une fuite, on sait d'où elle vient. Et donc, vous voyez, parfois, il faut revenir au fondement de tout ça pour se prémunir. Alors, on ne va pas tous revenir aux machines à écrire, bien évidemment, mais je dis ça pour les administrations qui ont des données hypersensibles et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir le moindre risque pour que cette information fuite. Enfin voilà, donc j'espère que cet épisode vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que l'on traite sur Dimembralib Stories, n'hésitez pas à m'en faire part, puisque là c'est pareil, c'est un sujet qui m'a été suggéré. Il y a de fortes chances que je revienne dessus parce que comme c'est une partie de mon métier et que c'est un domaine où il y a
encore beaucoup à prendre et beaucoup à suivre, eh bien il y a des chances qu'on revienne sur ce sujet-là. Merci d'avoir suivi cet épisode encore une fois jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. ديما مغرب قلبي سعيد